Donc, dans le centre de données, ici, vous avez utilisateur. Vous allez créer un nouvel utilisateur. Je peux appeler par exemple 2FA. Après, le royaume, c'est de déterminer si, en fait, du coup, l'utilisateur va être créé directement dans la machine Debian en tant qu'utilisateur Linux classique, comme si on faisait un add-user, ou s'il va servir vraiment que pour le Proxmox. Mais en général, vous laissez PAM, c'est là, et du coup, il est considéré créé dans la machine, comme si on avait fait un add-user dans la machine. Ça change pas grand-chose, c'est juste que à la page d'accueil, il faut déterminer dans lequel ça a été créé. Les groupes, c'est si on avait créé des groupes pour ranger des utilisateurs. Là, on l'a pas. Là, en l'occurrence, ça l'a pas fait, mais on pourrait. On va faire un groupe administrateur, un groupe utilisateur, un groupe audit, un groupe stockage, on pourrait choisir. On peut dire si il expire ou pas le compte. Donc pareil, s'il y a des stagiaires, des trucs comme ça, ben, on peut déterminer qu'ils auront à partir d'une certaine date, ils auront plus accès à leur compte sur le Proxmox. Donc ça veut dire qu'ils auraient plus accès à leur machine virtuelle s'ils travaillaient sur des machines virtuelles. Voilà. Maintenant, on va lui donner un mot de passe que pour l'instant, il ne nous a pas demandé de mot de passe. Donc pour ça, vous choisissez le compte que vous voulez. Et juste au-dessus, vous avez mot de passe. Donc là, vous lui mettez un mot de passe. Ah, c'est 8 caractères, d'accord. Comment ça, il n'existe pas? Non, pas ça. Alors, c'est peut-être parce que j'ai mis un chiffre dans le nom d'utilisateur, il a peut-être pas aimé. Hein? Ouais. Alors, faut peut-être se connecter une première fois, il me semblait. Alors, donc c'est pas grave. Là ici, vous allez vous déconnecter en haut à gauche, droite. Là, si je fais 2FA, 2FA, parce que c'est dire qu'il ne demande pas il ne laisse pas changer de mot de passe. Ah. Activé, pourtant, mot de passe. Alors, c'est justement, c'est l'autre. On peut être dans l'autre royaume. Bah, d'habitude, ça marche. Alors, si je mets sur le Proxmox VE, bon, ok. Bah, on va le mettre du coup recréant un, mais en mettant Proxmox VE, du coup. L'autre, en utilisant l'autre royaume. Parce que là, du coup, il demande le mot de passe. Donc là, c'est juste, du coup, vous changez le royaume. Et là, on va tester. Et après, vous testez que vous arrivez bien à vous connecter. Pour le créer? Ah bon?
Ah, c'est parce que t'es pas dans t'es dans PAM comme royaume. Faut créer un utilisateur en tant que Proxmox VE. Dans le royaume, tu as deux royaumes quand tu crées ton utilisateur. Ouais. Donc du coup, bah, vous essayez de vous connecter, vous allez voir que normalement, donc vous avez pu vous connecter. Mais vous voyez, par contre, comme on n'a pas géré de droit, il n'a pas accès à grand chose. Puisque si vous donnez dans centre de données, il a juste accès aux utilisateurs, à l'API, mais il a quand même accès à ce qui nous intéresse ici, c'est le double facteur. Donc est-ce que tout le monde est bon, a pu cliquer là quand vous reconnectez avec l'utilisateur? D'accord, bah vas-y. D'accord. Et tu retourneras dans user comme tu avais été là. Donc c'est ici que j'attends 30 secondes. Donc là vous allez pouvoir lancer l'application. Ah, 30 secondes.
Alors, c'est compris, un peu. Bah si, tout le monde aussi. Bon. Ça n'aurait pas dû bien s'actualiser. Ok, les signatures. Ok, donc, du coup, on retourne sur l'utilisateur au niveau du centre de données. Et là, on voit qu'on n'a pas accès à grand-chose parce qu'on n'a pas donné les accès. Mais on a quand même accès à ce qu'on appelle le double facteur. Donc du coup, ici, on voit qu'il y a marqué « Ajouter ». Et on voit plusieurs types d'identification possibles. Donc on va commencer par le bas. Le code à usage unique Yubico. Ça, c'est des clés, des clés USB physiques qui ont un programme de chiffrement à l'intérieur qui va automatiquement identifier les bons éléments. Donc ça marche, mais il faut avoir une clé physique sous la main et son ID pour la rajouter. Donc bon, après c'est des clés qui existent sur internet, c'est entre 30 et 40 € à peu près, la clé. Hein? C'est des clés physiques, des clés USB physiques. Hein? Non, j'avais essayé de regarder, a priori non. Ils ont leur propre micro-programme et code et puce de chiffrement à l'intérieur qui fait qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi. On ne peut pas essayer de créer une avec une Ventoy ou un truc comme ça. A priori, ça avait pas. Quand j'ai regardé, ça n'avait pas l'air d'être simple. Hein? C'est? Ouais. Aussi, ils ont verrouillé ça pour. Il y a ça et il y a Google Titan aussi qui existe dans le même principe. Hein? Clé Ledger? Ah, après, ouais, mais elle va chiffrer vraiment un truc spécifique. Là, c'est ça génère des chiffrements et tout. L'autre, il va plutôt le synchroniser avec un truc. Mais oui, ça serait un peu du même genre. C'est des clés spécifiques qui ont des programmes particuliers. Le BitLocker? Alors, BitLocker, c'est pas totalement la même chose. Ça crypte les fichiers d'un disque dur sous Windows pour que justement ça puisse pas être. Si vous essayez par exemple si quelqu'un du coup prend votre disque dur et essaie de le brancher sur une machine, bah la personne, si le disque est pas chiffré, la personne aura accès aux données. Après, effectivement, avec le BitLocker, si on a utilisé BitLocker pour verrouiller un disque, si la personne met le disque dans une autre machine,
et ben ça te demandera la clé de déchiffrement du BitLocker. C'est juste que le BitLocker, c'est du chiffrement, ça a été chiffré par l'ordinateur directement. C'est pas une clé physique qui permet de crypter automatiquement. Après, ta clé USB, tu peux la passer sur BitLocker, mais dans ces cas-là, il faut que tu prévois un autre truc pour pouvoir déverrouiller facilement la clé sur un autre PC ou quoi. Ouais, enfin en cas où tu veux lire le contenu de la clé, c'est tout. Parce que du coup, c'est pas de la restauration, c'est vraiment, ça permet de chiffrer le contenu d'un disque ou d'une clé USB pour qu'elle soit pas réutilisable ailleurs. Et donc comme ça, en cas de vol, ben, du coup, c'est verrouillé. Donc c'est ça le principe du BitLocker, c'est on chiffre vraiment toute la partition ou ou au moins toutes les données de la partition pour éviter en cas de si jamais c'est piqué ou quoi et qu'on le branche sur une autre machine de le réutiliser. Donc après c'est par des clés de récupération, donc ça je connais pas spécialement. WebAuth, ça c'est pour s'identifier avec un périphérique, donc des fois ça peut être des téléphones, ça peut être des clés USB, il y a plusieurs éléments. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place que l'autre, mais ça peut être faisable aussi. Il faut un dispositif d'authentification. Mais là, on va faire le plus simple et qui fonctionne déjà pas mal, c'est d'ajouter un code TOTP. Ouais, donc là, ça va vous générer un code, vous mettez une description. Là, par exemple, le double facteur. Donc là, il vous génère un secret, donc vous pouvez le laisser comme ça ou en rendre aléatoire. Le nom de l'émetteur, bah ça va vous permettre de retrouver pour quel service il s'agit. Et donc là, bah, tout simplement, vous allez prendre votre application Google. Et vous appuyez sur le plus qui est en bas à droite. Ah, bon bah sur l'iPhone il est en bas. Bon, vous appuyez sur le plus qui se trouve quelque part sur l'écran. Ah, normalement l'authentificateur, non? Et après, du coup, vous avez scanné un QR. T'es sûr d'avoir pris le bon? Donc après, bah, vous allez taper le code qui vous a été donné. Il a une espèce d'étoile et vous retapez votre mot de passe. Et donc normalement, si c'est bon, vous avez activé du coup comme ça la double authentification. Non, celle de Google, c'est une Astérix. Le code, c'est le code qui te dit qui t'a rappelé. Avant. Ouais, si tu l'as. Non, c'est pour ça que tu avais autant de. Je dis pas qu'il n'allait pas marcher, mais du coup, pourquoi il parlait
scanner le QR. Et là, bah, du coup, tu as pu taper le code qui t'a donné et vérifier le mot. Et donc là, maintenant, pour tester, vous allez vous déconnecter. Ouais, vous déconnectez l'utilisateur une fois que vous l'avez rajouté. Vous vous reconnectez dessus. Sur le même utilisateur, vous déconnectez, vous connectez. Et là, du coup, vous récupérez le code qu'il vous a généré sur le téléphone. Donc comme ça, même si quelqu'un... Oui, de toute façon, je change de temps. Que tu sois en arrière-plan ou pas. Oui, bah là, tu scannes tout un peu. Ouais, c'est supplémentaire. Comment je fais? Ah oui. Peut-être qu'avec le trousseau, ça pourrait peut-être marcher, je ne sais pas. Ouais, donc là, après, tu mets le code. Des fois, il vaut mieux attendre qu'ils changent avant de le remettre. Ah, d'accord, tu n'avais pas à scanner. Bon, voilà, mais c'est pour le principe. Et donc, du coup, bah, après, une fois que tu as validé ça, bah, il va te générer un code sur l'application. Et quand tu vas te connecter, bah, il va te demander de scanner le code. En fait, le code, c'est en fait, le QR code, c'est la première fois. Et après, je me connecte, il te demandera le code qui est utilisé, les codes qui sont générés dans c'est ça, ça te gère dans l'application Google, ça te génère un code qui va changer toutes les 30 secondes. Donc ça fait que c'est pas, du coup, on peut pas le. Comme il change tout le temps, la personne, elle n'a pas le temps d'essayer de décrypter le bon. C'est parce que si tu n'as pas confiance en tes collègues. Ah, justement, ça ça peut, mais là, c'était pour donner un exemple, parce que le 2FA, ça renforce. Non, c'est pas forcément tes collègues, c'est si quelqu'un récupère les logins logins du serveur, même s'il a récupéré les logins, comme il n'a pas le double facteur, il ne pourra pas rentrer dedans. Donc, c'est pas forcément que pour les collègues. Parce que les collègues qui sont administrateurs aussi comme toi, ils peuvent rechanger les mots de passe, ils peuvent faire sauter l'identification, ils peuvent modifier le code qui sert pour la identification. Voilà, ils peuvent faire pas mal de choses déjà. Et voilà, c'était pour montrer que du coup, de créer une double identification, ce n'est pas si compliqué que ça, et ça peut du coup bien renforcer pas mal de services. Puisque du coup, même si la personne n'a pas même si elle récupère le mot de passe, bah, comme elle n'a pas le code. Bon, après, si elle vous a piqué votre téléphone déverrouillé, ça c'est autre chose. Là, c'est plus grave. Du coup, si elle vous a piqué et vos mots de passe et votre téléphone et qu'elle a pu le déverrouiller, je pense qu'il y a un autre problème là, peut-être que. Donc là, c'est peut-être que vous êtes fait kidnapper pour récupérer des trucs. Oui, ça jamais maintenant. Hein. Celui qui était dans les bitcoins l'autre fois. Hein. Là, c'est un peu différent. Pour l'instant, Gene Hackman, on ne sait pas trop ce qui s'est passé non plus. Ça n'a pas l'air d'être très clair. Donc, voilà. Donc, vous voyez que sa femme était dans une autre pièce. Apparemment, ils ont retrouvé le chien dans le placard. Donc, voilà. Donc là, on peut se redéconnecter.
On va se reconnecter sur le route. Hmm. Oui, parce que pour le royaume, oui, il faut vous remettre sur le palier. Juste un trou. J'ai les royaumes, oui. J'ai les rôles. Ah, voilà. Maintenant, juste pour montrer un dernier petit truc. Une fois que vous êtes reconnecté aux routes, juste au-dessus d'utilisateur, vous avez l'onglet Permission. Juste au-dessus. Toujours dans le centre de données. Au-dessus d'utilisateur, vous avez Permission. Et vous avez Ajouter. Donc, et donc, du coup, on va ajouter les permissions là à un utilisateur, parce qu'on n'a qu'un utilisateur. Ouais. Et donc là, après, on a différents... soit on peut lui donner l'accès à la racine, et après, du coup, il aura accès à tout le reste. Soit on peut lui donner accès que, par exemple, juste à un nœud. Par exemple, du coup, si on a plusieurs nœuds dans un cluster, on peut dire que certains utilisateurs ne peuvent utiliser que accéder aux ressources que d'un seul nœud. On peut limiter les accès. Et si on regarde en bas, on peut voir même qu'on peut laisser l'accès que uniquement aux VM. Et du coup, la personne pourra accéder que à des VM et pas à tout le reste. Bon, là, ici, on va mettre par exemple Node. Ensuite, on choisit l'utilisateur. Et après, on lui dit qu'est-ce qu'il a droit de faire à l'intérieur de ce nœud. C'est ça qui va permettre de déterminer à quoi un utilisateur a droit d'accéder dans les ressources. Hein? T'es perdu sur quelque chose? Ah oui, oui, effectivement, par défaut, c'est no access. Il a accès à rien. Donc après, soit il est administrateur, soit admin des machines, il est auditor, soit il est juste utilisateur. Donc par exemple, dans l'utilisateur, il peut pouvoir faire des backups, modifier le niveau du lecteur de CD, allumer les machines, mais il ne va pas pouvoir faire beaucoup plus. Donc s'il est admin, s'il a le droit de changer les droits, donc voilà, on peut, sachant qu'après, là, c'est des rôles qui sont prédéterminés, mais on peut très bien lui dire, on peut très bien créer des rôles personnalisés. Et donc là, si par exemple, on le met en administrateur, il aura droit à tout. Et le PVE admin, lui, a un peu moins de choses. Donc là, vous pouvez essayer, passez-le en administrateur. Ensuite, vous vous déconnectez. En test 1, pour voir la différence. Oui, du coup, il faut le rechanger en Proxmox VE, là.
Ouais, tu te mets en administrateur. Et du coup, on va voir qu'il a accès à plus de choses, mais pas forcément encore à tout. Puisque là, du coup, on l'a dit. Ouais, c'est ça. C'est du coup, là, maintenant, tu retournes dans ton application et tu mets le code qui t'a généré, puisque le code change toutes les 30 secondes. Mais donc là, du coup, par exemple, on voit que si on a choisi Node, comme on n'a pas choisi le nœud le plus haut, il a accès, il peut gérer des options au niveau du nœud et tout, changer les réglages réseau, des trucs comme ça, mais il n'a pas accès au VM, il ne peut pas créer de VM, il a quand même des limites liées à l'emplacement qu'on lui a donné. Donc après, après ça c'est à ajuster en fonction, mais voilà, c'était juste pour finir de montrer qu'on pouvait aussi, comment on pouvait gérer les droits de ce qu'on donnait aux utilisateurs en fonction de où ils sont placés. Voilà. Du coup, des questions ou pas? Voilà. C'était comme on était un peu dans la sécurité, du coup, c'était pour montrer ça au passage, parce que ça, effectivement, c'est régulièrement utilisé sur des sites qui vous proposent de mettre justement la double identification et tout. Donc, en général, bon, on utilise leur propre service, mais c'est pour montrer que des services qui n'en ont pas, des fois, on peut le rajouter. Là, par exemple, GLP, je n'ai pas regardé en détail, mais j'imagine qu'à mon avis, avec les plugins qu'il y a, il doit bien avoir un plugin pour activer la double identification aussi pour rentrer dans GLPI, en plus d'un mot de passe fort. Ok, bon, si jamais il n'y a pas de questions.